Il me revient la lourde tâche de vous parler un petit peu d'agroforesterie, puisqu'elle a été sous-entendue, évoquée, énoncée, donc je vais m'y coller sans plus tarder, puisque il semblerait qu'on ait besoin de plantes pérennes et plus que de lianes dans nos écosystèmes, et aussi et surtout de diversité. Donc on peut parler d'eau, on peut parler de climat, de terroir, de territoire, de pollinisateurs, etc., d'écosystèmes. Donc je vais vous faire une petite mise en scène, j'espère en tout cas, de cette question-là. On peut commencer ici même à la tour, n'est-ce pas, avec un peu de châtaignier, de noisetier, le vim, le fameux vim, hein, que l'on trouve régulièrement. Donc on est déjà un petit peu dans l'arbre et dans l'agroforesterie. Ici, je vais me promener un peu plus loin. Je vais me promener près des chênes, mais des chênes lièges, évidemment. Hein, l'arbre le plus précieux au monde, c'est pas le ginkgo, c'est le chêne liège, et ça vous le saviez. Non seulement je vais voir le chêne liège, mais je vais voir le chêne liège au Maroc dans un système agroforestier qui produit de l'herbe, qui produit des moutons, qui produit de la biodiversité, qui produit de l'eau à très haute densité. Donc le modèle de la productivité en agroforesterie, ça nous intéresse. On diversifie et on produit plus. On produit d'autant plus que cet endroit-là pourrait être un désert si les arbres n'étaient pas en place. Donc on a l'habitude de dire que les arbres hydratent les milieux secs. Ils drainent les milieux humides, mais ils hydratent les milieux secs. Et puis mes petites vignettes avec les amandes, un petit chêne qui pousse sur du bois pourri, les champignons si chers à Hervé Covès, et puis ici, des moutons dans la vigne, ceux en l'occurrence de Jean-François Agut qui interviendra en début d'après-midi. Alors, il y a un type un peu fou, probablement, je crois qu'il est dans la salle, qui s'appelle Xavier Planty, qui a écrit il y a quelque temps une tribune qui dit « L'agroécologie sauvera les vins de Bordeaux ». Ça, c'était osé, c'était risqué. Est-ce que c'était politiquement correct? Je ne sais pas. En tout cas, il l'a fait, dit, écrit. Je ne sais pas s'il a raison, mais je pense qu'il a eu raison de poser la question, ou en tout cas de lancer le débat. Parce que probablement, c'est une vraie question qui est en cours de traitement, sol nu, sol foutu, sol couvert, sol prospère, vous le saviez, tous les désagréments. Quand on a des sols qui montent à 45 degrés dès la fin mai, il est assez peu probable que les ponts, les champs mycorhiziens et toute cette vie liée au carbone s'y développent. Et puis, comme les cultures sont universelles, ici, nous avons deux champs de maïs qui se touchent, avec le même type de sol, dans les mêmes conditions, parce qu'on dit que la culture du maïs, c'est pas bon, mais est-ce que c'est la culture du maïs qui est pas bonne ou la façon dont on le fait? D'un côté, j'ai un maïsiculteur qui a un sol riche, noir et fertile, et de l'autre, c'est pas un maïsiculteur parce qu'on va pas le montrer, mais c'est notre ami Conrad, qui a un sol qui est en cours de dégradation avancée. Donc c'est bien au même endroit, avec le même climat, dans les mêmes conditions. D'un côté, j'aggrade un sol, de l'autre côté, je le dégrade. Ce qui nous intéresse dans nos cellules, c'est de regarder pourquoi on en est arrivé là. Les champs se touchent. C'est aussi des parcelles dans lesquelles il y a beaucoup de labos qui sont présents, des recherches extrêmement importantes pour mesurer tous ces travaux qui ont été faits par les paysans. On les a donnés à la recherche officielle pour qu'ils puissent être vérifiés et publiés un jour. Comme ça nous évite de dire c'était trop chaud, c'était trop froid, c'était pas assez argileux, etc., etc. On est un peu du monde agricole et paysan et on connaît un petit peu la musique. Donc l'idée étant de mettre les curseurs à niveau. L'agroécologie a une définition qui est extrêmement simple. Peut-être la connaissez-vous? Non, personne ne la connaît. Bon, pour ceux qu'on a vus il n'y a pas longtemps. Et puis, c'est quoi la définition de l'agroécologie finalement? Parce que c'est ça le sujet. On s'accorde tous à dire qu'il faut y aller. On s'accorde tous à dire que c'est la réunification de toutes les agricultures, c'est les convergences. Toutes les agricultures ont besoin de converger. On a entendu dans ton propos introductif qu'il y avait encore des choses à résoudre. Et pourtant, il y a déjà des choses et des engagements qui ont été pris, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc la convergence de ces agricultures en agroécologie, c'est bien la couverture végétale des sols, l'agroforesterie, et puis une bonne gestion du végétal, que ce soit dans sa génétique ou dans son organisation, son architecture et sa taille. Ici, en haut, un sol travaillé nu avec un outil.
un sol travaillé nu dans lequel on passe un outil, il passe son temps à reproduire, à reconstruire et à se recouvrir. Puisqu'il a besoin de sa ration, puisqu'il ne supporte pas d'être nu, et que l'outil crée un choc qui crée lui-même une levée de dormance. Donc c'est bien l'agriculture de la lutte, permanente et perpétuelle. Les années de chimie, les années de binage, de sarclage n'ont pas résolu les mauvaises herbes, que je sache. Puisqu'en plus on ne les appelle plus des mauvaises herbes, puisqu'elles sont toutes des plantes bioindicatrices. Conrad l'a évoqué, celle-ci c'est une plante bioindicatrice intéressante. Elle fait beaucoup de biomasse, sauf qu'elle révèle une toxicité importante du sol. Toutes les plantes ont quelque chose d'extrêmement précis à nous dire. Dans nos nombreux essais, ici, un sol couvert, nourri et protégé avec sa ration. C'est les vers de terre, les micro-organismes, les bactéries et les champignons qui l'ont protégé et nourri tout l'hiver jusqu'au semis de soja en direct. Ce sol protégé, couvert, nourri, qui a eu sa ration de 14-15 tonnes de matière sèche, n'exprime plus de plantes de réparation telles le chardon, la follavoine, le rumex, le liseron ou toute autre saloperie, puisqu'on les nomme un petit peu comme ceci. Alors, la formule empruntée à Hervé, c'est bien l'art de récolter le soleil qui nous préoccupe. Combien va-t-on en récolter et qu'allons-nous faire? Ici à côté, dans le bois, je me promène après un coup de vent, et dans le bois, après un coup de vent, je trouve une branche tombée au sol avec des feuilles et un bourgeon. La nature ne sait faire que ça. Partout où elle peut, la terre appelle des plantes géantes et des arbres, qui, je le rappelle, ne poussent avec rien. Les arbres font tout avec rien, mais partout et en permanence, Hervé l'a bien reprécisé, la nature recycle de la matière fraîche posée sur le sol. Notre geste de vigneron, d'agriculteur, c'est bien de poser de la matière fraîche sur le sol. Petite définition de l'agroforesterie, avec un zoom large dans un territoire, sur un terroir, dans un bassin versant. L'agroforesterie, c'est tout ça. C'est tous les arbres champêtres, tous les arbres qui participent à une production agricole, qu'elle soit végétale ou animale. Les haies, les bouquets, les bosquets, les lisières, on y trouve la mare, bien évidemment, on y trouve du bois mort, on y trouve de jeunes arbres, des ronces, du lierre, du saule, tout un tas de plantes géniales et fondamentalement intéressantes. L'idée de l'agroforesterie, c'est la dilution et la dispersion, donc le corridor de l'arbre dans le territoire. Ici, ce bois de coteau ne peut pas grand-chose pour protéger cette parcelle au milieu, ni même cette forêt alluviale. Cette haie ici ne sert strictement à rien pour arrêter l'érosion de cette parcelle. Les haies anti-érosion, ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. S'il y a de l'érosion, c'est qu'il y a un problème. Si je viens faire sédimenter une masse d'eau avec de la terre ici, ça veut dire qu'elle a décroché, ça veut dire qu'elle est partie de ma parcelle. Ça veut dire que c'est fini, elle n'y reviendra pas. Et ça, c'est compliqué, à aller chercher de la terre à la petite cuillère dans les estuaires, par exemple. Donc la haie, oui pour l'érosion, oui pour la biodiversité, oui pour le vent, oui pour tout ce que vous voulez, mais pas une finalité. D'où l'importance de cette définition de l'agroécologie. L'agroécologie met bien la couverture végétale et les arbres en symbiose et en synergie. Et pas l'un sans l'autre. C'est juste pas possible. Donc l'arbre comme maillon de nos chaînes de production. Un maillon, peut-être essentiel. À vous de juger, à vous de voir comment on peut l'utiliser, ce qu'on peut en faire. Je zoome un petit peu plus. Ici, je retrouve une haie en bordure, en ceinture, sur les vents dominants, et puis des alignements d'arbres au cœur de ma parcelle. Je ne suis pas encore en train de voir si j'enlève un rang, si j'écarte, si je plante sur le rang. Ce n'est pas le sujet. Je regarde au regard de toutes les grandes thématiques que sont l'eau, le sol, le climat, la biodiversité, le carbone, le paysage, parce que peut-être un jour nous vendrons des paysages, et la productivité, bien évidemment, en quoi un arbre peut m'être utile. Si je zoome encore un petit peu, alors j'ai un perdreau au pied de la trogne, j'ai une vigne enherbée, j'ai un système racinaire qui est piloté, et j'ai un système aérien qui est lui aussi piloté, évidemment.
une des définitions de l'agroforesterie, c'est probablement de dire que ça marche quand on met le bon arbre au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans les bonnes conditions, mais aussi et surtout parce que les arbres sont taillés et gérés. La clé de réussite des systèmes agroforestiers de par le monde, c'est parce que les arbres sont taillés. Ça tombe bien, on a besoin de matières premières pour ramener au sol, la lignine en fait partie, et dans notre parcelle, on a un très haut niveau de biodiversité dans la tête de l'arbre, au pied de la vigne, et avec cette branche que l'on va réinjecter. Voilà les formes premières en agroforesterie, que vous connaissez forcément. L'arbre fruitier, l'arbre tétard, le tétard bas qu'on va tailler et laisser sur le rang, qu'on va même rogner, pourquoi pas. Et puis le bois d'œuvre. C'est l'alisier terminal, c'est le cormier, c'est le noyer, c'est le merisier, un arbre que l'on va tailler, élaborer pour avoir une bille de pied, pour avoir une valeur. La caractéristique et la composante unitaire de toutes ces formes, c'est qu'elles sont taillées, gérées, bien évidemment. Au même titre, et ce sera l'objet de l'intervention suivante, que notre pied de vigne. Parce que fondamentalement, notre vigne, c'est quand même un petit tétard. C'est peut-être une mini-trogne, quoi qu'il en soit. Une liane trognier, je pense, en tout cas. La définition de la vigne, la connaissez-vous? Ils n'ont pas le droit de parler ou ils ne savent pas? Il y en a plein, évidemment. Il y en a une qui est intéressante, qui dit que c'est une liane qui a coévolué avec les arbres. Elle est née dans la ripisylve, donc en bord de l'eau. Elle est née au milieu des frênes, des érables, des noisetiers, des sureaux et tout un tas de plantes comme ça. Elle a coévolué avec les arbres. Et je le rappelle pour certains de mes collègues, dont Marceau, non, la vrille n'a pas coévolué avec le fil de fer, mais bien avec l'arbre. N'est-ce pas? Hein, tu ne le savais pas, ça. La vrille s'est fait au départ pour s'accrocher dans l'arbre. Alors je continue mon zoom, hein, puisque tout est zoom, tout est connexion, tout est échelle. Voilà un geste qui nous importe. Est-ce qu'on est capable d'avoir quotidiennement ce geste du recyclage? D'avoir une feuille posée au sol, une capacité d'être attrapée, injectée dans la galerie et évidemment recyclée. Un peu plus en détail, ici je vois bien que tout se joue sur les 3, 4, 5 premiers centimètres. À une échelle de 25, c'est sur les 5 que ça se joue. Donc quand je gratouille, quand je chatouille, ben je détruis. Et je détruis la maison. Et en détruisant la maison, je ne permets pas le recyclage. C'est-à-dire que la bestiole, si elle n'a pas disparu, elle passe son temps à reconstruire sa maison. Et là, je lui fais perdre beaucoup de temps. Alors, ces systèmes agronomiques et agroécologiques pleins de vie, on l'a vu avec les champignons, on le voit ici avec la galerie du ver de terre, ça permet aussi d'affiner et de continuer à créer cette réserve utile en eau dans les sols, puisque, vous le savez, on a beaucoup d'hydromorphie, notamment en vigne, donc des sols saturés en eau, et puis 3 semaines après, ils sont très secs. Tous ces systèmes sur une base de vivant et de végétal permettent de créer cette réserve utile en eau absolument nécessaire. Si je zoome encore, ben je rentre sur la racine. Mais Hervé l'a dit, la racine, c'est pas grand-chose au final. Même si la plante est bien enracinée, si on multiplie par 10 000 ses capacités à aller chercher des informations, des éléments nutritifs, de l'eau et de la vie, ça suffira pas. Même si on double l'enracinement, ça ne suffira pas. C'est pour ça qu'on l'observe de près. J'ai l'habitude de dire que la racine, c'est qu'un simple tuyau finalement. Encore faut-il que ce tuyau soit connecté à la vie. Ici, le tuyau est connecté à la vie. Et là, on voit le champ d'exploration, puisque la racine ne représente que 3% de ce que vous voyez. Donc si mon sol est nourri, protégé, couvert, cette vie s'installe, cette vie dure, et l'humus forestier apparaît. Alors pour cette agroforesterie, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le temps, puisqu'on fait ni le procès du passé, ni le fantasme, c'est le passé. Par contre, on s'autorise à regarder pourquoi la vigne poussait sur de grands arbres, et pourquoi elle poussait et comment abondamment. On s'autorise à regarder aussi des formes particulières. On travaille évidemment avec une palette du végétal.
Une palette importante, puisqu'on passe d'une culture unique, certains diraient d'une monoculture, à 7, 8, 10 plantes, pas forcément au milieu de la vigne, peu importe. Donc on regarde un petit peu cette diversité qui peut-être appellera la biodiversité. Il y a toutes les formes de biodiversité dans la nature, vous l'aviez remarqué. En voilà une très importante, en tout cas pour midi, j'espère en tout cas. Hein. Cette forme-là est essentielle, à n'en point douter. Il y en a une autre, qui est celle-ci. Celle-ci, elle représente un peu plus de 60 démarches, chartes, labels et tout ce que vous voulez, toutes pleines de bonnes ambitions. Les photos sont interdites, monsieur. Non, c'est une blague. Hein, cette image, elle représente toutes nos volontés, sauf que dans cette image, il n'y a pas une démarche, une seule, qui approche cette agronomie écosystémique dont on a bien besoin, qui pourrait être le levain, le terreau et les fondations. Alors cette diversité, elle arrive tranquillement. Je ne suis pas persuadé qu'on vende plus de pommes que de raisins, ou que l'on gagne sa vie avec les pommes, ou les quelques poires, ou les quelques nèfles, ou cerises. Il n'empêche que, j'aime bien citer plein de monde, aujourd'hui ça sera Gérard Dussert, que vous connaissez probablement, ou que vous connaîtrez, parce que vous ne pourrez pas y échapper à Gérard Dussert. Il dit plein de choses. Il dit qu'un sol, ça a normalement besoin de 16 plantes. Ah, ça tombe bien. Ici, avec mes couverts végétaux, 7-8 plantes, et puis ici, avec ma haie et mes arbres, 7-8 plantes, plus la vigne. Finalement, on y est presque. Il dit une autre chose qui est extrêmement importante. Il dit que les inondations sont les prémices de la désertification. Et ça, par contre, c'est un petit peu inquiétant. On regarde les vers de terre, on regarde les chauves-souris, les papillons, les oiseaux. Il semblerait que quand les abeilles passent sur la vigne en fleurs, on a des grains, des raisins un peu plus gros et un peu plus réguliers, même si elle n'a pas besoin d'être pollinisée. Mais ça, c'est un bon indicateur d'avoir des vers de terre et d'avoir des pollinisateurs, y compris en termes d'entrée sociétale. Donc ces arbres, ils sont taillés à 2 mètres, régulièrement, ils sont bonsaïsés, ils sont taillés ici en arbre tétard à 4 mètres pour en récupérer le super produit qui s'appelle donc le bois raméal fragmenté, hein, du bois jeune, frais, incorporé au sol. Vous ne pouvez rien donner de mieux au sol que du bois. Un en particulier, parce qu'il a coévolué avec la vigne, c'est-à-dire que là, on va avoir une plante qui a des symbioses et des connexions et des coopérations incroyables, c'est l'érable champêtre. Ça tombe bien, c'est une plante assez plastique qui pousse dans la plupart des sols. Ici, vous voyez la création de l'arbre tétard. Parce qu'un jour, cet arbre va me faire trop de concurrence, donc je le gère et je le taille. Et puis son cousin germain, dans l'autre partie, dans le sud-est, l'érable de Montpellier, qui lui pousse vraiment dans des conditions extrêmement difficiles. Donc l'acte premier, c'est bien de nourrir le sol avant même de nourrir la plante. Donc on ne confondra plus la fertilisation et la fertilité. On peut avoir besoin de fertilisation, mais la première chose à mettre en œuvre, c'est de régler la question de la fertilité. Et bien mon arbre agroforestier taillé, géré, par son système racinaire, ses champs mycorhiziens, ses branches, ses rameaux, son feuillage, sa taille, il crée du sol. La chose première que fait un arbre, c'est de créer du sol. Alors des fois, on l'aide un petit peu, on accélère les processus. Quand on parlait tout à l'heure de fertilité et de fertilité in situ, il suffit de regarder, les indicateurs de résultats sont souvent assez clairs. On va chercher de la fertilité ailleurs. Et notamment de la matière organique. C'est-à-dire quand je vais chercher de la matière organique ailleurs, parfois j'appauvris l'autre. Ça me coûte cher, ça demande beaucoup d'énergie, et j'appauvris l'autre. Donc, est-ce que je n'ai pas intérêt à produire ma propre fertilité? Et les arbres sont une proposition. Ces indicateurs, on vous les montre rapidement parce qu'ils sont extrêmement importants. On parle bien d'indicateurs de résultats et non pas d'objectifs de moyens. Les moyens, on les connaît, ça ne nous fait pas progresser. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on met un bout de fleur par là, un bout de bande enherbée par-ci, mais ça ne suffit plus. Les indicateurs de résultats permettent de mesurer la démarche agronomique,
La première d'entre elles étant probablement les indices de perturbation du sol, la quantité de biomasse et le nombre de jours de couverture et de quelles plantes j'utilise. Ça veut dire aussi des bilans humiques et plus tard des bilans carbone, puisque toutes nos agricultures seront sous indicateur carbone. Alors je vous ai mis d'autres formes d'indicateurs, peut-être un peu plus faciles à calculer. Je ne sais pas si vous les connaissez, on a retrouvé ça dans les banques de données. Voilà, ça aussi, c'est des formes d'indicateurs qu'on trouve en agriculture. Chacun en tirera les enseignements qu'il veut. Alors la belle vigne, eh bien, c'est ça. Alors ça, c'est les tableaux que nous avons faits avec les jeunes vignerons du vivant, où on essaie de reposer un petit peu les bases dans cette belle vigne. Pourquoi et comment? Eh bien, on cherche à avoir, on part donc, là c'est le zoom inversé, on repart du microbe et du champignon. C'est la base de la vie, hein, donc un réseau, les nutriments, le recyclage et la circulation des éléments dont l'eau et le carbone. On monte à la grappe, eh bien, on cherche à avoir une belle grappe, en bonne santé, avec de la productivité, avec de l'expression, la fécondité et évidemment de la résistance. Les vrilles, eh bien, elles nous rappellent ce besoin de diversité, ce besoin de compagnie, de protection, hein, etc., etc. Donc les symbioses, l'humus, la coévolution. Le mètre carré, on a beaucoup travaillé pendant cette année sur le mètre carré de sol, parce qu'on s'occupait un peu trop des bordures, de l'éloignement, mais c'est chaque mètre carré qui compte. Est-ce que chaque mètre carré de ma vigne est correctement nourri? Donc de la photosynthèse, du sol vivant et de l'activité biologique, parce qu'on peut avoir beaucoup de matière organique, mais pas de vie. Donc comment on apprécie la vie, comment on la sent, comment on la mesure, et puis l'efficience. Cette efficience qui nous permettra de résister à ces chocs climatiques, puisque le GIEC nous annonce encore et toujours du chaud, du froid, beaucoup de pluie et beaucoup de vent. Donc ça, il va falloir l'amortir. Il ne faut pas que le travail de recomposition et de restructuration d'un sol s'évapore en un orage. On est monté à la parcelle, donc on a organisé, on a regardé un petit peu où pouvaient être les arbres, est-ce qu'il fallait les planter, est-ce qu'on pouvait travailler en régénération naturelle, est-ce qu'on pouvait restaurer de vieux arbres têtards, pour amplifier cette carte mémoire. C'est comme ça qu'on dit pour les vieux arbres, hein, restaurer la fertilité, la carte mémoire, réutiliser ce bois. Le terroir, donc comment tout ça est connecté, comment ça circule, comment ça vit, comment je permets d'exprimer correctement cette biodiversité, parce qu'on croit beaucoup que la biodiversité, ça se protège. Ça ne se protège pas, ça se produit. Et ça se produit, dites-le, avec des plantes. Donc le biotope, la biomasse, et puis le paysage. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, on veut aussi aller voir la vigne. Il fut un temps, on allait au chai et rien qu'au chai. Aujourd'hui, il semblerait qu'on veuille voir la vigne, qu'on veuille voir la belle vigne. Donc il faut qu'on ait des éléments de réponse à donner. Et puis la bouteille, du partage, de l'espoir, de la santé, de l'authenticité, et puis une belle image. En conclusion, dans cette belle vigne couverte et agroforestière, ben on crée de l'emploi, on crée de l'optimisme, on crée de la volonté de rester au pays, on travaille bien de façon décloisonnée, et ça me paraît extrêmement important, le paysage, l'eau, le sol, la biodiversité, le climat et la nature humaine. Ça veut dire du bon vin, des bons vivants, la santé dans les terroirs. Et c'est important de repréciser qu'avec ces vignes qui stockent du carbone, on fait un acte extrêmement important pour la planète. On n'a pas le droit de l'écrire à cause de la loi, mais en buvant des canons, et oui, en buvant des canons, on produit de la biodiversité, on produit de l'eau, on produit du sol, et on produit des paysages, et du bien-être et de la bonne humeur. Et c'est ça le défi que l'on doit relever aujourd'hui. Continuons à boire de bons canons, des bons canons de l'agroécologie, et tout ira bien. Quelques formes génériques rapidement, puisque comme pour les couverts végétaux, l'agroforesterie n'obéit pas à des recettes, chacun a son idée, sa volonté. Il y a des principes et des ingrédients. Voilà quelques principes avec des arbres taillés sur le rang. Voilà des principes avec des rangs arrachés quand il y a de la place ou quand il y a des besoins. Voilà d'autres principes avec quelque chose qui me paraît intéressant, la forme générique des arbres têtards, où on va pouvoir tailler l'arbre à 3 ans, à 5 ans, à 8 ans ou à 11 ans. En fonction de l'encombrement, en fonction de l'espace, de la lumière. Autant vous dire que tout ça est tout aussi dynamique que les champignons, tout ça est aussi évolutif et ce n'est pas figé dans le temps.
On va planter beaucoup d'arbres parce qu'on a beaucoup de besoins, mais on va les tailler tous les ans. On va planter beaucoup d'arbres parce qu'on a beaucoup de problèmes, mais on va en enlever la moitié dans 20 ans parce qu'ils n'auront plus de raison d'être. Ou on ne va pas en planter du tout parce qu'on n'en a pas besoin. Ça, je ne sais pas. Les voilà en images, rapidement, vous les connaissez probablement. Elles ne se ressemblent pas. Elles sont le projet d'une réflexion mûrie des uns et des autres. Voilà. Et puis, pour les féliciter, on peut même les applaudir et ils transmettront ces jeunes. J'insiste lourdement, parce que des groupes nous envoyons tous les jours ou presque, j'insiste lourdement. J'aime avoir l'espoir, les yeux qui brillent, et j'aime avoir des jeunes qui posent les bonnes questions tout le temps. Tout le temps les bonnes questions. Et ça, c'est passionnant. Voilà, merci pour votre attention.